Bonjour à tous, c'est Archaïohan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène sur mon site préféré, Tikal. C'est un site que je connais particulièrement bien puisque ça fait 12 ans que j'étudie les données des anciennes fouilles et cette année, enfin, j'ai l'occasion d'y fouiller moi-même. Vous allez le voir, c'est un site incroyable avec 18 siècles d'occupation continue. Et moi aussi, je suis là. Tikal se situe au cœur de la forêt tropicale du Petén, au Guatemala. C'est sans doute le site maya le plus fouillé par les archéologues, car c'est l'une des capitales les plus importantes de la période classique, entre 250 et 850 de notre ère environ. Pour une introduction plus générale sur les Mayas, rendez-vous sur ma précédente vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, il est difficile de se faire une idée de l'ampleur de cette ancienne cité-État en visitant simplement les ruines. Seuls quelques îlots de pierre émergent de la dense canopée. On est en plein film Indiana Jones. Et pourtant, la ville s'étendait sur près de 120 km² en comptant la périphérie résidentielle. Au fil des décennies, le site a été particulièrement bien mis en valeur. Une visite à Tikal, c'est à la fois une balade archéologique et une aventure en pleine jungle. À la rencontre non seulement du monde maya ancien, mais aussi d'un écosystème unique et protégé, et pas toujours hospitalier. Le site n'a jamais été oublié des populations locales, mais ce n'est qu'en 1848 qu'a été lancée une mission officielle de reconnaissance menée par le colonel Modesto Mendes. À la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle, plusieurs expéditions vont s'en suivre pour documenter les ruines et les inscriptions des monuments. C'est en 1955 que l'Université de Pennsylvanie lance le Tikal Project, qui va explorer le centre cérémoniel et la périphérie résidentielle entre 1958 et 1969. C'est d'ailleurs grâce à l'accord exceptionnel du Penn Museum que je peux aujourd'hui vous montrer quelques images issues de leurs archives. Une décennie plus tard, en 1979, le projet national Tikal est lancé. Il s'agit d'une coopération entre le Guatemala et l'Espagne qui durera 7 ans, mobilisera jusqu'à 500 personnes et permettra de mieux connaître la partie sud du site, le groupe Mundo Perdido et sa zone dépendante. Depuis, plusieurs autres projets ont vu le jour, notamment autour du Temple 5 et de la place des 7 temples. Aujourd'hui encore, 2 équipes d'archéologues poursuivent les recherches pour percer les mystères de cette ancienne cité. Tout d'abord, le Proyecto Arqueológico del Sur de Tikal, de mon collègue et ami Edwin Roman, qui a récemment fait la une de la presse internationale avec la découverte exceptionnelle d'un hôtel de style Teotihuacan. Je vous mets le lien en description. Et depuis cette année, le Penn Museum est de retour à Tikal après plus de 50 ans, sous la direction de Simon Martin et Lorena Pais. Nous explorons ainsi le terrain de jeu de balle de la place Est. La ville que l'on visite aujourd'hui ne représente en réalité que l'état final du développement urbain de Tikal, au 9e siècle de notre ère. Si l'on remonte dans le temps, les premières traces d'occupation remontent à environ 800 avant notre ère, soit 18 siècles plus tôt. Ces phases anciennes sont encore mal connues, car elles sont profondément enfouies sous des constructions plus récentes. Il s'agirait, à l'origine, de petits groupes d'habitation très simples. Au fil du préclassique, Tikal grandit peu à peu. D'abord un village, puis une petite ville, probablement placée sous l'influence de la puissante cité d'El Mirador, qui connaît alors son âge d'or. Cette cité semble en effet avoir dominé les basses terres centrales à cette époque. Mais lorsque cette grande puissance décline, Tikal saisit l'occasion pour émerger comme une puissance régionale. Les rois divins commencent alors à apparaître dans les inscriptions. La dynastie de Tikal est d'ailleurs la plus ancienne connue à ce jour dans le monde maya. Le fondateur, Yaxerpchok, aurait régné vers 90 de notre ère, soit à la fin du préclassique. Une société centralisée se forme alors, avec un pouvoir concentré entre les mains d'un Cuculajao, un seigneur divin, et d'une poignée d'aristocrates. C'est à partir de cette période que se développe un système politique complexe où une myriade de cités-États souveraines apparaissent, certaines alliées, d'autres inféodées, et d'autres encore rivales. La société se hiérarchise profondément. Les rois incarnent à la fois l'autorité politique et religieuse. Leur pouvoir théocratique se justifie d'ailleurs par un patronage divin, notamment celui du soleil. Ils sont les garants de l'ordre du monde,
responsable de la bonne conduite des rites destinés à maintenir l'équilibre cosmique et le cours du temps. Parmi ces rituels essentiels, l'autosacrifice est une forme de scarification rituelle des oreilles, de la langue et des parties génitales qui revêt une dimension sacrée. Il permettait de demander la venue des pluies, si cruciale pour l'agriculture, au dieu Chak. Le dieu des chats. Non, des pluies. Ou encore de communiquer avec les ancêtres. Les souverains sont également chargés de mener la guerre et sont, en temps de paix, garants de la cohésion sociale. Le contraste entre les conditions de vie palatiales de l'élite et celles bien plus modestes de la plèbe trahit une société fortement stratifiée. Certains archéologues estiment d'ailleurs que ces inégalités pouvaient engendrer des tensions sociales, tandis que d'autres envisagent plus un front uni face aux cités rivales. L'expansion des territoires contrôlés par ces métropoles a fatalement conduit à de nombreux conflits, de plus en plus intenses et prolongés. Mais l'événement majeur du classique ancien, c'est l'intervention de Teotihuacan, la grande capitale des hauts plateaux du Mexique, dans les affaires mayas. Une affaire interculturelle donc, et non cette fois un conflit entre mayas. Cet épisode est entré dans l'histoire sous le nom de la Entrada a Tikal. Il aurait eu lieu le 16 janvier 378 de notre ère. Un petit groupe de soldats étrangers, mené par un capitaine de guerre nommé Siarkark, né du feu, aurait pris la ville, par surprise, par une nuit sans lune. Le récit gravé sur la stèle 31 précise aussi que ce même jour, le roi de Tikal, Chactokirchak Ier, est entré dans l'eau. Une métaphore pour désigner sa mort. Un roi châti s'appelait Ktopitchak? Non, Chactokirchak. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est que c'est l'introduction de mon roman historique Sinan, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Cette entrada serait donc une intervention militaire visant à renverser le pouvoir en place et à instaurer une nouvelle dynastie plus favorable à Teotihuacan. Les chercheurs s'accordent aujourd'hui à dire que ce contingent venait probablement de la cité même, avec qui les Mayas entretenaient déjà des contacts commerciaux depuis plusieurs siècles. En effet, les découvertes ont révélé une forte influence de Teotihuacan dans l'architecture locale, ainsi que dans le mobilier céramique et les objets importés. Et certains archéologues pensent qu'un quartier ethnique Teotihuacan a pu exister à Tikal. Cette hypothèse est d'autant plus crédible qu'on sait qu'à l'inverse, un quartier maya existait bel et bien à Teotihuacan à la même époque. Après avoir suscité la convoitise de la lointaine Teotihuacan que nous avons donc visité dans un précédent épisode, Tikal arrive à un premier âge d'or, un premier apogée, à la fin du classique ancien, vers l'an 500-550. Mais de nouveaux périls l'attendent. À Tikal, l'influence étrangère s'éteint après seulement 2 générations. Entrons maintenant dans l'époque du classique récent, qui débute à Tikal aux alentours de l'an 554. C'est une période de rivalité exacerbée, marquée par l'ascension de rois toujours plus puissants. Leur volonté d'expansion et de domination mène inévitablement à une conflagration, un embrasement général du monde maya central. Le principal antagonisme oppose 2 puissances. Le réseau de Tikal d'un côté et le royaume du serpent, dont la capitale est Calakmul, de l'autre. Leur influence respective, sans cesse grandissante, les mène à un affrontement durable. Ce conflit, nourri par un jeu complexe d'alliances, de trahisons et de renversements d'allégeance, va embraser les basses terres centrales entre 537 et 744 de notre ère. La propre cité-fille de Tikal, Dospilas, probablement dirigée par le frère du roi de celle-ci, va ainsi trahir son allégeance et rejoindre l'alliance Canul, celle des rois serpents. Cette guerre longue et mouvementée voit les victoires changer de camp plusieurs fois. Mais au final, c'est Tikal qui en sort triomphante, malgré la défection de certains de ses alliés. Au début du 8e siècle, sous l'impulsion de 2 rois puissants successifs, Rasao Chankawil et Yirkin Chankawil, Tikal se défait tour à tour de ses ennemis et rompt l'encerclement de l'alliance de cités qui la menaçait. C'est un second âge d'or. Ils ont tous des noms de chat, dis donc. Non, tu deviens sénile, mon vieux. Ce retournement de situation spectaculaire se traduit alors par un renouveau architectural, artistique et rituel dans la ville. Les temples s'élèvent à nouveau, les stèles se dressent et le faste royal réapparaît. Mais cette renaissance est de courte durée. La période suivante, appelée le classique terminal, s'étend globalement de 800 ou 900 jusqu'à 1000 de notre ère, selon les régions. Le déclin du monde maya n'est en effet pas synchrone. Il varie d'une cité à l'autre, d'une région à l'autre. À Tikal comme ailleurs, les signes d'affaiblissement du pouvoir sont visibles. L'érection de stèles ralentit puis cesse complètement,
Les grands projets architecturaux se font plus rares, moins ambitieux. Les dynasties royales, dont celle de Tikal, disparaissent progressivement au cours du IXe, voire au début du Xe siècle. Les grandes cités des basses terres centrales sont peu à peu abandonnées, tandis qu'une partie de la population migre, probablement à la recherche de meilleures conditions de vie ou d'un renouveau politique. La région se dépeuple largement. Aujourd'hui, les chercheurs considèrent que cet effondrement, qu'on appelle parfois le collapse maya, résulte d'une convergence de facteurs multiples. Des facteurs climatiques, notamment des périodes de sécheresse prolongées, potentiellement associées à des éruptions volcaniques ou des cyclones, des facteurs politiques, comme des guerres endémiques entre cités, des crises dynastiques et l'effondrement de la légitimité des rois, et des facteurs démographiques, avec une surpopulation croissante dans certaines régions, ayant conduit à une surexploitation des ressources agricoles et à un appauvrissement des sols. À Tikal, il est possible que la dynastie ait tenté de se relocaliser dans des sites secondaires plus au sud, comme Sakpeten puis Ishlou, avant de disparaître complètement. La grande cité est alors rendue à la forêt qui l'engloutit peu à peu, tout en la protégeant, jusqu'à l'arrivée des premiers explorateurs et archéologues, près de 1000 ans plus tard. Pour finir, voyons maintenant quelques-uns des lieux emblématiques de la cité de Tikal. Commençons par la Grande Place, cœur cérémoniel de la cité, où se dresse la majorité des monuments à la gloire des souverains. Au nord de cette place s'élève la célèbre Acropole Nord, qui n'est autre que la Nécropole royale. Cette vaste plateforme, surmontée de 15 temples, est une véritable merveille archéologique. Occupée pendant près de 18 siècles, elle a connu au moins 10 phases majeures de reconstruction et un nombre incroyable de travaux de restructuration à mesure que les souverains successifs l'agrandissaient et l'embellissaient. De nombreuses sépultures royales ou élitaires, ainsi que plus d'une centaine de dépôts rituels y ont été retrouvés, témoignant du faste des cérémonies et de la richesse des pratiques religieuses anciennes. C'est un véritable livre de pierre et de stuc, dont chaque page correspond à une couche stratigraphique, une période de l'histoire que les archéologues ont pu lire et interpréter. Ces contextes, exceptionnellement bien conservés, sont une mine d'informations sur la culture, les traditions, l'économie et l'artisanat de l'époque classique. C'est d'ailleurs le sujet principal de ma thèse de doctorat. Un peu plus au sud, on découvre le quartier de Mundo Perdido, le monde perdu, qui a été appelé ainsi bien avant Jurassic Park d'ailleurs. On se trouve dans un groupe astronomique. Depuis la plateforme d'observation, on pouvait en effet suivre le lever de soleil aux équinoxes et au solstice dans l'alignement des temples. Non loin de là se dresse également une pyramide de style talud tablero, typique de Teotihuacan, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. D'autres pyramides surplombent la ville, notamment le temple 4, au sommet duquel a été tournée une scène de Star Wars épisode 4. Pour les connaisseurs. À Tikal, on trouve aussi 3 terrains de jeu de balles, un sport rituel encore pratiqué aujourd'hui, consistant à se renvoyer une balle en caoutchouc de plus de 3 kg, sans utiliser ni les pieds ni les mains. Le plus petit se situe dans l'angle sud-est de la Grande Place. Un second se trouve sur la place Est, celui-là même que nous sommes en train de fouiller actuellement. Mais surtout, il existe un gigantesque triple terrain unique en Mésoamérique qui permettait à 6 équipes de s'affronter en simultané. Un aménagement tout à fait exceptionnel. L'acropole centrale, quant à elle, regroupe les palais royaux et les résidences de l'élite. Certains bâtiments comportaient plusieurs étages, illustrant le raffinement de l'architecture résidentielle de la noblesse de cour. Autour de ce noyau central, on retrouve plusieurs groupes de pyramides jumelles, construits à 20 ans d'intervalle, selon un plan architectural standardisé. Et ce, pour marquer les fins de cycle calendaire. On en reconstruisait un tous les 20 ans au classique récent. En s'éloignant encore un peu au-delà des chaussées principales, on atteint la périphérie résidentielle, aujourd'hui engloutie par la jungle. Cette zone abritait des patios d'habitation occupés par des familles des différents niveaux de l'élite, puisque les cabanes des plus humbles ont, elles, bien évidemment, disparu. Les estimations démographiques suggèrent que Tikal comptait entre 45 000 et 62 000 habitants pendant le classique récent, en incluant le centre cérémoniel et cette périphérie immédiate. Pour comparaison, à la même époque, Paris n'abritait que 10 à 20 000 résidents et Londres moins de 2 000. Encore au-delà, s'étendaient les zones agricoles, notamment dans les marécages saisonniers, exploités pour l'agriculture intensive. Dans cet hinterland, un maillage de centres secondaires de population ou de pouvoir, comme Navajuelal, Santa Fe ou Ollantún, et de sites fortifiés comme la Cuernavaca
et le bastion Ish, pour ne citer que cela, assuraient l'emprise du pouvoir. La structure territoriale de Tikal a récemment été révélée de façon spectaculaire grâce au relevé LIDAR, une technologie de télédétection aérienne bien plus efficace que les prospections terrestres traditionnelles. Ces analyses ont totalement changé notre vision de la densité et de l'organisation territoriale des cités-États mayas en montrant l'étendue réelle de leur emprise sur le paysage. Mais au-delà des ruines et de la jungle de Tikal, le Guatemala présente une richesse encore préservée du tourisme de masse, tant au niveau des paysages que de la culture et des traditions. Vous y découvrirez des trésors insoupçonnés et y ferez des rencontres aussi bien inattendues qu'incroyables. Bien entendu, je dis ça en toute impartialité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. J'adorerais vous montrer des images de nos fouilles qui sont là, juste à 30 mètres. Malheureusement, comme ce sont des données toutes nouvelles qui n'ont pas encore été publiées, on doit les conserver secrètes sous embargo. Mais j'espère vous montrer ça d'ici quelques années. En attendant, vous pouvez laisser un like, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une 31e vidéo. Au revoir.